Chapitre 8 Mercredi 26 décembre. Je me réveille dans mon lit, chez mon père, vêtu de mon pyjama. Une petite main me flatte le front. Dès que j'ouvre les yeux, la main s'envole et j'entends des pas qui s'éloignent. Papa, papa, Léo est réveillé. Mon père entre et s'assoit sur le bord du lit. Léo, ça va? Tu nous as fait peur hier soir. Je me sens déboussolée. De quoi il parle? Il me caresse doucement la joue. Il n'ajoute rien, mais me regarde avec insistance. La soirée de la veille me revient peu à peu en mémoire. Je n'ai pas envie d'en discuter, mais comme j'ai l'impression que je n'ai pas trop le choix. J'ai pris des champignons magiques avec Flore et Célia, et je pense que j'ai bu de la vodka aussi. Après, je sais plus. Mon père soupire. J'ai peur qu'il m'engueule. Je me mets à pleurer en silence, comme une petite fille. Mais il ne dit rien. Il s'allonge près de moi, les bras croisés sous la nuque, et me regarde d'un coin de l'œil. Tu as fait un bad trip, Léo. Je comprends qu'à ton âge, on veut essayer toutes sortes de choses, mais il faut faire attention. Tu prends souvent de la drogue? J'hésite à répondre. Si je dis la vérité, va-t-il me répéter à la mère? J'ai peur, mais je n'ai pas envie de mentir. Je suis pas bonne là-dedans, de toute façon. Je fume des joints des fois. Et la cigarette aussi? S'il me pose la question, c'est que Valérie n'a rien dit. Peut-être qu'au fond, je devrais lui faire confiance. Oui. Mon père reste silencieux. Vous allez m'envoyer dans un centre, papa? Excuse-moi, Il rit. Ben, voyons donc, Léon. S'il fallait envoyer en désintox tous les ados qui fument un joint de temps en temps, écoute, je pense que tu as eu ta leçon hier. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais Valérie et moi, on a dû veiller sur toi une bonne partie de la nuit. Tu grelottais, tu disais que c'était froid sous la terre ou quelque chose comme ça. Tu disais aussi que tu étais la reine des neiges. Je souris. Je me souviens bien de ça et de comment on a ri, mes cousines et moi. Je voudrais juste que tu fasses attention à toi, poursuit mon père. La drogue, ça peut être dangereux. Tu vas le dire à maman? Oui, je vais le dire à ta mère. Tu as besoin qu'on garde un œil sur toi. Merde. Elle va me priver de sortie, c'est sûr. Tu sais, je t'aime, Léo. Je voudrais que ça devienne comme avant entre nous. Avant Valérie, tu veux dire? Depuis qu'elle est là, on dirait que je n'existe plus pour toi. Il prend mon visage entre ses mains. Tu comptes toujours autant pour moi, Eleanor. Mais il faut que tu acceptes que Valérie a aussi sa place dans mon cœur maintenant. Même si je préférais qu'il cesse de me parler comme si j'étais encore un bébé, je dois admettre que les paroles de mon père me font du bien. Je le regarde. Il a les cheveux en bataille et les yeux cernés témoignent d'une trop courte nuit. Je pose la tête contre sa poitrine. Ferme les yeux un instant. Alors que mon père s'apprête à sortir de la chambre, je lui pose une question qui me brûle les lèvres. C'est toi qui m'as mis dans mon pyjama? Il sourit. C'est Valérie. Ça veut dire que Valérie m'a vue toute nue? La honte! Plus jamais je ne prendrai les champignons magiques. Mathieu et moi passons une bonne partie de l'après-midi en échangeant des textos. Je lui raconte ma soirée de la veille. Je lui dévoile tout, même de mon bad trip, comme dit mon père. Il écrit qu'il est inquiet, qu'il a hâte de revenir pour s'occuper de moi. Il écrit aussi qu'il a fait des recherches sur Internet, qu'il existe des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences, que je pourrais aussi porter plainte à la police et que Michel serait arrêté, qu'il irait peut-être même en prison. Je n'ai pas envie de penser à ça, pas ce matin. J'écris que lorsque j'ai quitté ma mère, la veille, c'était l'amour fou entre elle et son chum. 2 jours plus tard, mon père vient nous reconduire. J'ai bien essayé de le dissuader de révéler l'épisode des champignons magiques, mais il n'a rien voulu savoir. Ta mère et moi, on n'est peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais on se tient au courant des choses qui concernent nos filles, OK? Dès que nous entrons dans la maison, il me fait signe de monter à ma chambre
avec ma sœur et entraîne ma mère dans la cuisine. J'ai le temps d'entendre ma mère demander sur un ton méfiant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème avec les filles? Ce n'est pas grand-chose, ne t'inquiète pas, répond doucement mon père. J'ai peur de la réaction de ma mère. En fait, je suis sûre qu'elle va capoter. Au bout d'un moment, mon père nous appelle. Il s'en va. Tu m'accompagnes à la voiture, Léo? Je comprends qu'il veut me parler. Ma mère, les bras croisés sur la poitrine, a l'air de mauvaise humeur. Je n'ose pas la regarder dans les yeux. J'enfile rapidement mon manteau et mes bottes et suis mon père à l'extérieur, aussi docile qu'un petit chien qui s'en va faire sa promenade. Ta mère s'est énervée. Mais pas tant que ça, m'annonce-t-il une fois dehors. Pas autant que je pensais, en tout cas. Ça veut dire quoi exactement, s'énerver, mais pas tant que ça? Elle va me priver de sortie et d'empêcher de voir mes amis, j'imagine? Pour ça, il faudra que tu vois avec elle. Il fait un pas vers moi. Léo, ta mère et moi, on n'est pas des cons. On sait bien que tu vas faire toutes sortes d'expériences dans ta vie. Mais on sait aussi que tu es une fille intelligente et on te fait confiance. Sois prudente avec les drogues et l'alcool, OK? OK. Mon père me prend dans ses bras, me serre contre lui. Faut qu'il j'aille, me dit-il à l'oreille. Je l'accompagne jusqu'à sa voiture. J'aimerais ça venir dormir chez toi plus souvent, que je lui confie alors qu'il ouvre la portière. Il a l'air surpris. Ah bon? Il faudrait qu'on s'en reparle. Et puis, il faudrait aussi que ta mère soit d'accord. Je t'appelle, OK? Je suis un peu déçue par sa réaction, mais en même temps, je comprends. Depuis qu'il sort avec Valérie, j'ai l'air plutôt bête lorsqu'il vient chez lui. Puis, il ne sait rien de ce qui se passe ici. Je le regarde partir, le cœur serré. Je monte à ma chambre en tenant de ne pas me faire remarquer. Mais 5 minutes plus tard, ma mère vient m'y rejoindre et s'assoit sur le lit, où je suis déjà installée. Pendant que je retiens mon souffle, elle me répète à peu près mot pour mot ce que mon père vient tout juste de me dire. Et plus de sorties d'ici la fin de vacances, ajoute-t-elle posément, juste avant de se lever et de sortir. Voilà, le verdict est tombé. Je soupire, à moitié découragée, à moitié soulagée. Je suis bien consciente que ça aurait pu être pire. Et je me rends compte que pendant que maman était dans ma chambre en train de me parler comme une mère parle à son adolescente, je n'ai pas pensé à Michel. Elsa était redevenue ma mère, une femme forte qui ne sursaute pas au moindre bruit et donc les mains ne tremblent pas. Vers 16 heures, alors que tout est calme, que ma mère est devant l'ordinateur et que Sabine et moi jouons un jeu sur la tablette, Michel rentre du travail. À la façon dont il claque la porte derrière lui, je comprends qu'il est de mauvaise humeur. Aussitôt, mon cœur s'emballe et, si j'ai peur de ce qui risque de se passer, je redoute surtout que Sabine voie ce qu'elle ne devrait pas voir. Ma mère, en catimini, se lève. Elle a le dos voûté et son chandail flotte sur son corps trop mince. Si j'étais courageuse, je me posterais devant elle pour la protéger. Je dirais à Michel, touche-la encore une fois et je te crève les yeux, salaud. Je lui dirais ça en pointant vers lui un index menaçant et en insistant bien sur le mot salaud. Mais je ne suis pas courageuse et, avant que j'aie le temps de faire quoi que ce soit, c'est ma sœur qui se lève et qui accueille Michel en lui sautant au cou. Allô, Michel, tu viens voir mes nouveaux cadeaux? Un sourire effleure le visage de Michel, alors que Sabine lui fait un bisou sur la joue. Je regarde ma mère qui semble se détendre un peu. Pas tout de suite, ma belle. Pourquoi t'irais pas t'habiller en princesse, hein? Après, j'irai voir tes cadeaux. Il la dépose par terre. Tout excitée, ma sœur monte l'escalier en vitesse et s'enferme dans sa chambre. Michel, sans même nous avoir salutés, ma mère et moi, va se prendre une bière dans le frigo. Après en avoir bu une longue gorgée, il s'approche de ma mère. Mon cœur se remet à battre comme un fou. Je voudrais bouger, me lever, enfiler mes espadrilles
et m'en aller courir. Mais je suis pétrifiée. « T'as eu de la visite aujourd'hui? » demande Michel à ma mère d'une voix pleine de reproches. Non. Tu sais, Elsa, que je déteste les menteuses. J'ose m'intervenir d'une voix mal assurée. Mon père est venu nous reconduire et il est entré pour me parler à maman. C'est parce que j'ai fait des conneries dernièrement. Michel boit sa bière sans me regarder. Je crois bien que s'il pouvait m'écraser avec son pied comme un fourmi sur le trottoir, il le ferait. Ah bon? Quel genre de conneries? J'ai pris de la drogue, des champignons. J'ai fait un bad trip. Il rit méchamment. Une vraie champignon, comme sa mère, pas capable de faire le party comme du monde. Il peut bien me dire n'importe quoi, m'insulter autant qu'il veut. Je m'en fous, pourvu qu'il ne frappe pas ma mère. Vous me prenez pour une crave? Son char est resté dans l'entrée pendant 1 heure. Tu m'espionnes ou quoi? Demande ma mère, interloquée, tout en reculant instinctivement vers le mur. J'ai pas le choix, t'es tellement menteuse. Tu baisses à gauche puis à droite, puis tu penses que je me rends pas compte? Il l'attrape par le coude, la secoue comme une poupée en chiffon. Sa tête heurte le mur à plusieurs reprises. C'est à ce moment que Sabine apparaît en haut de l'escalier, déguisée en princesse. « Michel, je suis prête! » Michel lasse le bras de ma mère, qui retombe mollement le long de son corps. D'une main tremblante, elle replace les cheveux, ses vêtements. En silence et du fond de mon cœur, je remercie ma petite sœur. « On va se reparler de ça tantôt, » siffle-t-il entre ses dents. Alors que Michel monte l'escalier, ma mère s'éclipse dans la cuisine. Je la rejoins aussitôt. « Pourquoi tu le laisses te parler comme ça, maman? T'as rien fait de mal avec papa. » Ma mère fait la vaisselle sans me regarder. « Maman? » Elle se tourne vers moi et hausse les épaules. Les larmes coulent silencieusement de ses joues. Je me sens coupable. Si je n'avais pas pris des champignons avec mes cousines, puis bu alors qu'elle m'avait conseillé de ne pas le faire, mon père n'aurait pas eu besoin de parler à ma mère et Michel ne serait pas en train de préparer une crise de jalousie. Je me demande si ça arrive souvent qu'il espionne ma mère, mais je n'ose pas poser la question. Je savais déjà qu'il était fou, mais c'est de pire en pire. Alors que je range les casseroles dans l'armoire, le cellulaire de ma mère, posé sur le comptoir, se met à sonner. Je ne peux m'empêcher de regarder qui appelle. « C'est Geneviève, tu réponds? » que je demande en tendant l'appareil à ma mère. « Je la rappellerai plus tard. Laisse sonner. » « Tu lui as téléphoné au fait depuis qu'elle est passée? » « Je n'ai pas eu le temps, mais je vais le faire bientôt. » J'ai de plus en plus l'impression que ma mère évite Geneviève, parce que Geneviève se doute de quelque chose. Ma mère se cache, elle a honte de ce qui lui arrive. Un peu plus tard, alors que je monte l'escalier, j'entends les voix de Michel et de Sabine qui jouent ensemble. Michel rit, d'un rire doux, d'un rire vrai. Ça fait du bien. Où est passée sa méchanceté? Comment une même personne peut-elle changer d'humeur si rapidement? Épuisée, je me mets à plat ventre sur mon lit et je ferme les yeux. Lorsque je m'éveille, tout est calme autour de moi. Je regarde l'heure sur mon cellulaire. 19h28. J'ai dormi pendant 3 heures. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas réveillée pour le souper? Je me lève et descends. Sabine et ma mère regardent un film à la télé. « Vous avez déjà mangé? » « Je t'ai gardé une assiette au frigo, me dit ma mère. « Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillée? » Elle hausse les épaules. « Je suppose que l'heure de souper a été difficile. » Je réchauffe mon assiette au micro-ondes, puis je m'installe à la table. « Où est Michel? » « Il est parti faire un tour, » répond ma mère sans me regarder. Je mange rapidement et sans appétit. J'ai toujours trouvé sa poche, manger toute seule. Je pense à mon père, à son manque d'enthousiasme lorsque je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui plus souvent. C'est plate parce que je commençais à me dire que peut-être Valérie n'était pas si pire que ça et que, à la longue, je pourrais faire des efforts pour me rapprocher un peu d'elle. Je pense aussi à Mathieu, toujours en vacances chez ses grands-parents. Il me manque tellement et j'ai l'impression d'avoir un trou dans mon cœur. Je songe à mes amis. Marianne est partie au chalet avec ses parents. Anaïs, comme chaque Noël, est au Mexique avec sa famille.
et Laurie passe tout son temps avec son chum. On s'échange des textos de temps en temps, mais pour moi, cette année, on dirait que ce n'est pas suffisant. Je crois bien que jamais encore je ne me suis sentie aussi seule. Je mets mon assiette au lave-vaisselle. Je m'assois un moment sur le sofa avec ma mère et ma sœur qui se collent ensemble, qui ne semblent même pas s'apercevoir que je suis là. J'annonce à ma mère que je vais courir. Tu es privée de sortie. Je te rappelle. Je vais juste faire un tour au bloc et je reviens. OK. L'air froid me coupe le souffle. Derrière toutes les fenêtres bordées de lumière de Noël, j'imagine des familles heureuses, bien au chaud, devant un feu de foyer. Il n'y a pas un chat dehors à part moi, mais qui court à moins 20 degrés, moi la fille bizarre qui n'intéresse personne. Sans trop me rendre compte, je me dirige vers la maison de Laurie. Il y a de la lumière à la fenêtre du salon. La voiture de ses parents n'est pas dans l'entrée. Est-ce que je vais sonner à la porte? Je ralentis la cadence, mais j'hésite. Je passe et repasse devant la maison sans arriver à me décider. Je finis par me dire que Laurie doit être avec Justin et qu'il souhaite certainement profiter de l'absence de ses parents pour celle-ci, pour passer une petite soirée en tête-à-tête. Je me remets à courir. Moi aussi, je voudrais passer du temps avec mon copain. Mon chum, juste penser à lui, ça fait mal. J'aurais tellement besoin qu'il me prenne dans ses bras. Dans la nuit noire et froide, je me sens si petite et si triste que même la mort ne me fait pas peur. Si un camion passait dans la rue, qui sait? Je me jetterais peut-être bien devant. Arrivée chez moi, je constate que la voiture de Michel n'est pas dans l'allée. Je dois être en train de se saouler, tout seul au bar. La maison est silencieuse et la porte de la chambre de ma mère est fermée. J'y colle l'oreille, mais je n'entends rien. Pas de pleurs. Je vais voir Sabine qui dort comme un petit ange. Dans la salle de bain, je m'empresse de me débarrasser de mes vêtements et je saute dans la douche. L'eau est brûlante. Ça fait du bien. Je reste là longtemps. Je vais ensuite à ma chambre et je prends dans le tiroir de ma commode 2 des cigarettes que mon cousin Manu m'a données le soirée du party de Noël chez nos grands-parents. Je descends ensuite à la cuisine, prendre quelque chose à boire. Dans le frigo, il y a du jus, de l'eau, de lait, de la bière de Michel. J'ai envie d'en prendre une. En même temps, sachant qu'il espionne ma mère alors qu'il devrait être au travail et qu'il capote tout le temps pour rien, je n'aurais peur qu'il se rende compte. Il m'accuserait alors d'être une voleuse, une menteuse, etc. Je referme donc le frigo. Je sais par contre que dans une armoire, ma mère garde quelques bouteilles d'alcool. Sans faire le moindre bruit, j'en explore le contenu. Il me semble qu'une petite verre qui m'aiderait à relaxer, à oublier ma journée de merde. Il y a de la vodka qui me rappelle trop ma brosse de la semaine dernière. De la tequila, du porto, du rhum. J'opte pour le rhum. Je m'en verse une bonne dose et j'ajoute du jus d'orange. Ça devrait être moins dégueu comme ça. Puis je prends une briquette et j'enfile ma veste. Mon verre à la main, je m'installe dans le cours à un endroit où ma mère ne pourrait pas me voir de la fenêtre de sa chambre. Mais ni Michel s'il lui prenait l'idée de revenir à la maison. Personnellement, je préférerais qu'il ne revienne jamais. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. J'allume une cigarette. Je fume en buvant mon drink. L'air froid me brûle les mains. Mais je sens tranquillement mes jambes devenir molles, le rouge de monter aux joues. Ma cigarette terminée, j'ai bien envie de fumer un autre, mais mon verre est vide. Je vais à la cuisine et, en souhaitant intensément que ma mère ne se rende compte de rien, je remets du rhum et du jus dans mon verre. Un peu plus tard, couché à plat ventre sur mon lit, mon 3e verre de rhum jus d'orange posé sur ma table de chevet, j'envoie des textos délirants à mes amis. Soudain, j'entends une voiture se garer dans l'allée. La neige crissant désagréablement sous les roues. J'éteins la lampe et regarde par la fenêtre. C'est bien Michel qui arrive. Il sort de sa voiture, se dirige vers la maison. Sans savoir pourquoi, je me dépêche de me glisser sous les couvertures.
Je l'entends ouvrir la porte d'entrée, la refermer trop fort, monter bruyamment l'escalier. Alors que je commence à m'endormir, je suis réveillée par les bruits provenant de la chambre de ma mère. Des coups dans le mur, des cris étouffés, le son de 2 corps qui luttent, le sifflement d'une gifle, puis d'un autre, ma mère qui supplie Michel d'arrêter, ce dernier qui lui crie qu'elle n'avait qu'à tenir tranquille. Sous ma couette, je tremble de peur. Je serre très fort mon téléphone dans ma main. Je pense à Mathieu, à ce qu'il a lu à l'Internet. Je me dis que je pourrais appeler la police, que la police viendrait, que Michel se ferait prendre en train de battre ma mère, qu'il se ferait arrêter et peut-être même mettre en prison. Qu'en prison, il ne pourrait plus lui faire du mal. Je me dis tout ça, mais je ne fais rien. J'entends la porte de la chambre de ma mère s'ouvrir, des pas dans le couloir, puis dans l'escalier, du bruit à la cuisine, comme si de rien n'était. Des pleurs de l'autre côté du couloir. Je reste cachée sous mon édredon, pétrifiée de honte, serrant mon téléphone dans ma main, comme si c'était une bouée de sauvetage.